Notre prochain invité, notre invité expert, on a la première organisation du genre au Canada, Ecotech Québec, présente la grappe des technologies propres. Il vise à accroître la cohésion et la synergie permettant à l'industrie des technologies propres de développer leur plein potentiel. Ils soutiennent les acteurs d'ici, donc entreprises, chercheurs, investisseurs et regroupements à travers une variété d'outils et d'actions ciblées pour appuyer le développement et la commercialisation des technologies propres. J'ai nommé Vincent Moreau, vice-président exécutif d'Ecotech Québec. Allô, Bonjour, Julien. Salut, ça va bien? ça va bien toi? Ben oui, super bien. Écoute, je pense qu'on devrait prendre un temps pour souligner la Journée internationale de la femme. Toutes les femmes qui sont en sciences, en ingénierie, en innovation, on les sont de plus en plus présentes, puis on ne peut que saluer justement cette augmentation de cette présence féminine-là. Oui. Chez nous, d'ailleurs, on est en sous-nombre, les hommes, au sein de l'équipe. Donc, c'est parfait comme ça. C'est eux autres qui ont tout le leadership entre les mains, puis c'est pour ça qu'Ecotech fonctionne bien comme ça. C'est bon, effectivement, j'avais complètement oublié. Bon, c'est ça. C'est dit. Ben, Merci regarde, beaucoup moi aussi, ce de le matin, dire en me aussi. levant, j'ai dit, tiens, on est le 8 mars aujourd'hui, il faut le souligner. Il faut vraiment le souligner. Super. Donc, Vincent, peux-tu nous expliquer un peu, c'est quoi Ecotech Québec? Là, j'ai dit une petite description assez Oui, oui, oui. rapide, là, mais en gros, qu'est-ce que vous faites? En fait, je pense que je vais te dire, on essaie de changer le monde une entreprise à la fois. Je pense que c'est la meilleure façon de le dire. C'est que nous, tu le dis assez bien, on essaie d'accélérer le déploiement, l'innovation, le déploiement, l'adoption des technologies propres dans l'écosystème. Il faut s'en aller vers une transformation de notre économie, transformation de notre façon de faire, regarder les meilleures pratiques, améliorer notre impact sur l'environnement, être plus compétitif, être rentable, faire en sorte qu'on est encore présent dans 5 ans, puis qu'on est encore dans l'écosystème, on est compétitif, puis nos opérations vont au mieux. Tu sais quoi, nous, ce qu'on fait beaucoup, là, on anime, on mobilise l'écosystème des acteurs qui nagent dans l'écosystème des technologies propres. C'est-à-dire, tu as des innovateurs, tu as des entreprises qui veulent avoir des innovations, tu as des investisseurs, tu as également le monde de la recherche qui sont là et des prescripteurs. Tu sais, on parlait de pharmaciens, tout ça. Il y a des entreprises qui accompagnent des firmes, conseils qui accompagnent des entreprises, puis leur prescrivent, ils font des diagnostics, ils prescrivent justement les meilleures pratiques. Donc, ils font partie de l'écosystème. On le fait de deux manières, c'est-à-dire, on les représente auprès du gouvernement, des décideurs publics, pour les meilleures politiques publiques pour accélérer justement l'innovation et l'adoption de technologies propres. Puis deux, c'est qu'on essaie de réduire l'écart ou le fossé qu'on appelle là, entre les innovateurs et les utilisateurs. Donc, on essaie de les rapprocher en faisant du maillage, en faisant rayonner les innovations ici. Là, tu en as eu 3 ce matin qui sont extraordinaires en passant. Là. Il y en a certains qui sont membres chez nous d'ailleurs. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait rayonner pour les faire connaître. Parce que eux, l'objectif ultime, c'est de commercialiser, puis de changer justement les pratiques au sein de l'écosystème, au sein de l'industrie. Et on a tellement de solutions qui existent qui ne sont pas connues. Puis nous, notre rôle, c'est de les faire connaître justement, puis de favoriser leur adoption. Donc, OK. c'est tout un défi. C'est vraiment le plus gros défi, je te dirais, c'est de faire rencontrer, faire ce maillage-là. Puis on le fait via diverses activités que je te parlerai tantôt lorsque tu vas me poser la question. Ben, écoute, on peut aller tout de suite sur cette question-là, mais peut-être juste avant, tu as mentionné rapidement le projet de loi 12. Ah, Euh, Juste très, très rapidement, peux-tu nous dire en quoi est-ce que ça concerne? Est-ce que nos manufacturiers d'ici doivent changer toutes leurs lignes? Puis, en fait, le projet de loi 12, présentement à l'étude, et dont la commission parlementaire étudie le projet de loi la semaine prochaine, c'est pour augmenter la part d'achat québécois, d'innovation québécoise dans le marché public, le plus grand donneur d'ordre au Québec, et augmenter la part d'achat responsable également. Donc, on veut mettre des critères pour améliorer nos pratiques, avoir les meilleures technologies, les meilleures solutions au sein de nos politiques d'achat, puis également s'assurer d'un approvisionnement local. Donc, d'encourager les produits locaux, les entrepreneurs québécois à appliquer, faciliter justement l'accès au marché public.
Il y a une chose aussi là-dedans, c'est que tu sais, des innovateurs là, qui ont des solutions, qui sont en phase, ils cherchent un moyen de démontrer la viabilité et la rentabilité de leur innovation. C'est un tremplin pour eux aussi. Donc, ça a le double objectif de dire, écoute, les innovateurs d'ici appliqués au marché public, voici, on va faciliter selon des critères spécifiques votre accès, faire la démonstration, dérisquer votre innovation, faire en sorte que vous allez rentrer plus rapidement sur le marché de la commercialisation. Ça répond quand même bien. Puis est-ce que, mettons, ça rentre dans une espèce de principe ben justement, vu que l'achat local est comme privilégié, là, on ne sait pas encore sous quelle forme ça va prendre. Est-ce que ça va être des subventions? Est-ce que ça va être des... Mais ça est-ce va être que des ça va... critères. Donc, ça va être des critères. Il va y avoir des critères d'achat, des politiques d'achat. Il va y avoir aussi un volet subvention. Il va y avoir une formation aussi des gens qui font les achats, qui sont responsables des achats au niveau des marchés publics. Puis, tu sais, ce qui est important là-dedans, Julien, c'est l'exemplarité de l'État. J'ai la misère à le dire ce matin, je n'ai pas pris mon deuxième café, là, comme on dirait, mais ça fait longtemps qu'on plaide pour l'exemplarité de l'État. On veut que l'État montre l'exemple pour que par la suite, les entreprises voient que c'est viable, c'est rentable, socialement responsable, puis économiquement rentable surtout. Donc, fait que c'est une bonne nouvelle pour attirer, ben, peut-être rapatrier, peut-être à la limite, peut-être quelques dans la chaîne d'approvisionnement, de rapatrier quelque chose ici en Amérique du Nord plutôt que de tout le temps exporter, tout le temps de faire ailleurs, puis fait qu'on appelle ça du reshoring là, ou du nearshoring. Il y en a beaucoup qui sont obligés d'exporter pour pouvoir se lancer en affaires. Il y en a beaucoup qui disent hey, en Europe, c'est plus facile pour certains cas et tout ça. Donc, on veut renverser la tendance. Puis, je pense que l'État a un grand rôle à jouer. Puis, avec le projet de loi 12, c'est déjà un très, très grand pas. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir les règlements, parce que c'est un projet de loi. Maintenant, comment ça va se traduire en termes de règlement? Nous, on va être attentifs à ça, puis on va essayer de conseiller justement le gouvernement pour les meilleures pratiques ou les meilleurs règlements à mettre en place pour favoriser l'innovation d'ici. Vraiment. Moi, je dis plus que 30%, là. Viser 80%. Ah ouais. Écoute, protectionniste. Je l'ai à côté de moi, là, parce que je savais que tu allais m'en parler, mais à terme, là, en 2025-2026, c'est 1,5 milliard de hausse des acquisitions en biens québécois qu'on vise. Puis 50% de la valeur des contrats d'approvisionnement doit être conclu avec des contractants du Québec. Donc, c'est énorme. On parle de gros chiffres. Puis, je trouve ça super intéressant. Maintenant, comment ça va se traduire? Comment on va accompagner justement les décideurs publics là-dedans? C'est là qui est le nerf de la guerre. Puis nous, on va s'assurer de représenter l'écosystème d'innovation justement auprès de ces acteurs-là. OK. Fait pour bien représenter ces acteurs-là et tout, vous organisez des activités au courant de l'année, soit des formations, des conférences. Puis tu nous en dis plus de vos activités parce que vous êtes, à la base, vous faites du maillage, vous faites beaucoup de représentations. Donc, oui, écoute, juste comprendre, c'est une grappe industrielle, c'est une OBNL qui représente le milieu, qui a des chantiers de travail, où est-ce qu'on invite des acteurs du milieu à venir nous témoigner de ce qui se passe sur le terrain. C'est quoi la réalité, les enjeux, pour que nous, on puisse faire les meilleures recommandations. Ça, c'est un plan. Quand on fait notre présentation, c'est ça. Par la suite, lorsqu'on accompagne le milieu, on fait beaucoup de maillage et de réseautage, c'est-à-dire on organise des événements comme présentement, l'événement phare qu'on a, là, c'est les grands rendez-vous. Les grands rendez-vous, c'est quoi? C'est des entreprises qui viennent présenter des enjeux et des défis qu'ils ont, OK? À la communauté des innovateurs. C'est comme un appel à l'innovation. Puis par la suite, ils ont l'occasion de recevoir un portefeuille de solutions. C'est-à-dire que les innovateurs qui ont assisté à cette présentation-là peuvent dire « Hey, moi, j'ai peut-être la solution pour toi. » Là, on recueille, on bâtit des recueils de solutions pour eux et on leur fournit. Puis par la suite, eux sélectionnent les 2-3 finalistes ou la solution qui leur semble intéressante, puis continuent de faire affaire avec eux. C'est des rencontres plus que qualifiées, là. L'année passée, on avait 90 solutions pour 27 défis environ. Depuis, on a fait un petit peu le décompte depuis 10 ans. Sur 190 enjeux, on a eu... Non, excuse-moi, je ne peux pas me mêler. C'est près de 500 rencontres qualifiées et d'occasions d'affaires qu'on a pu créer en faisant des rencontres de maillage. Mais quand je te dis spécifique, c'est-à-dire que ça continue par la suite, là. Donc, c'est pas juste on se rencontre dans une salle, puis oui, c'est intéressant. Non, c'est que ça va beaucoup plus loin. On se rencontre, présente-moi ton truc, parfait, c'est quoi les paramètres, comment je peux adapter mon innovation, puis ça peut justement représenter pour les innovateurs
l'étincelle qui va faire qu'ils vont aller sur le marché de la commercialisation par la suite, vont faire un projet de démonstration. Ouais. OK. Puis c'est qui participe, c'est qui est admissible à ces activités-là? Toutes les entreprises sont admissibles. Donc, si vous êtes une entreprise, vous avez des enjeux, que ce soit de production, que ce soit d'approvisionnement, que ce soit au niveau d'efficacité énergétique, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la chimie, c'est dans tous les domaines, des secteurs d'activité. Si vous avez des enjeux d'impact environnementaux, mais également de procédés ou d'opérations, on a peut-être innovation ici au Québec qui pourrait être intéressante pour vous. Puis nous, notre rôle, c'est justement de faire le lien entre vos besoins et les innovateurs qui sont sur le terrain. D'ailleurs, les startups, là, ils peuvent être membres chez nous. Hein. C'est gratuit la première année. Puis après ça, c'est 1 pièce par semaine. 52 pièces par année. C'est pas grand-chose. Pour avoir accès à un grand bassin d'occasions d'affaires comme nous, on anime cette communauté-là. Ça peut être aussi avec l'international. On est membre de ICN, International Clean Tech Network. Donc, on a d'autres clusters, d'autres grappes en technologie propre à travers le monde avec lesquels on a un lien d'affaires aussi avec les représentants du Québec à l'étranger, au niveau canadien également. Donc, on a accès à un grand bassin là, d'opportunités pour l'ensemble de nos membres et tout l'écosystème. Parce qu'on ne travaille pas juste pour nos membres, on travaille vraiment pour tout le monde. C'est technologie propre. T'sais, on veut changer le monde, on veut opérer une transition écologique. C'est important, tu le sais, avec les défis que tu as mentionnés tantôt. Dans 5 ans, si on veut encore exister, puis on va faire une différence, puis on va avoir un niveau d'attractivité, que ce soit sur le marché, au niveau de nos produits, mais également au niveau de l'employabilité, on n'a pas le choix. Le statu quo n'est plus possible. Donc, on est là pour les aider à faire les meilleurs choix possibles pour qu'ils restent compétitifs, qu'ils restent rentables, puis qu'ils réduisent leur impact sur l'environnement. C'est super intéressant. Écoute, je pense pas que ça va tomber dans les oreilles d'un sourd, là, mais d'après moi, tu vas te ramasser avec une bonne gang de monde de l'industrie de l'électronique à dire « Hey, on veut des semi-conducteurs, s'il te plaît! » C'est parfait. J'ai Audrey Sommet qui est avec moi, c'est ma directrice innovation. C'est ma spécialiste justement qui est la personne de référence chez nous là, pour accompagner les entreprises là, justement à trouver une solution puis qui connaît beaucoup l'écosystème des innovateurs. Puis si on ne connaît pas votre innovation, là, faites-vous connaître de notre part pour qu'on puisse justement être votre porte-voix, votre amplificateur de marché là, de votre côté. Fait que s'il y a une chose à rajouter sur la to-do list des gens qui ont des entreprises aujourd'hui ou qui sont au sein des entreprises, ça serait de s'abonner à Ecotech Québec ou exactement, ou de vous contacter. Et puis déjà, c'est un pas dans la bonne direction. Oui, puis il y a d'autres activités qu'on a. Tu vois, je te parle d'un grand rendez-vous, on en a un qui s'en vient, c'est le 16 mars prochain. C'est Grand Rendez-vous Montréal. C'est 15 défis qui sont présentés par des entreprises qui sont situées sur l'île de Montréal. Puis vous avez l'occasion de vous inscrire et de venir assister justement à ces défis-là. Puis si votre solution est pertinente pour eux, de pouvoir déposer justement votre solution pour eux. Donc, puis il y en a à chaque année. On en a un qui s'en vient à l'automne. Si vous avez des enjeux que vous voulez présenter, là, on est en train de monter un grand rendez-vous pour l'automne prochain. C'est le temps là, de nous approcher justement pour pouvoir le présenter puis se préparer pour recevoir peut-être, on ne sait pas, hein, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ignorent qu'ils sont des futurs acquéreurs de solutions technologiques. Puis, de toute façon, les politiques publiques s'en viennent vers ça. On a beaucoup d'investissements, beaucoup d'intérêts. Maintenant, il y a des obligations ESG, il y a des obligations de rendement au niveau environnemental et écologique. Donc, c'est sûr et certain qu'avec les normes, si on pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de normes, là, attendez, dans 5 ans, là, avec les changements qu'il faut faire, avec la carboneutralité d'ici 2050, beaucoup de choses s'en viennent, c'est le temps de bouger maintenant. Puis les opportunités d'affaires sont là, puis les opportunités de financement et d'investissement aussi sont là. Oui, puis c'est le temps de devenir un leader parce que dans 10 ans, ben là, vous allez juste rejoindre la masse un peu, ce qui est bon, c'est peut-être pas nécessairement. On n'a pas le choix. Mais pour ça, se démarquer. Aujourd'hui pour être bon demain. Exact. Bon, fait là, on va. Parfait, je pense qu'on a quand même compris un peu ce que vous faites. On va changer de registre un peu. Il y a le rapport du GIEG. Ah, tu m'amènes sur ce terrain-là? Oui. Ben, je pense qu'on a encore un peu de temps. Puis ça vaut la peine d'en parler un peu parce que c'est passé quand même sous silence. Là, ça a l'air qu'il y a comme une espèce de possible troisième guerre mondiale qui s'en vient. Fait que, bref, je l'ai entendu dans le téléjournal pendant 2 minutes la semaine passée.
ça avait l'air d'être catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, oui, c'est un drame qui se passe en Ukraine présentement, c'est un drame humain. Ouais. Mais oui, pendant la semaine de relâche, il y a le rapport du GIEC qui est sorti justement, qui mentionnait que tout ce qu'on avait imaginé comme impact négatif ou d'effet justement du réchauffement climatique sur nos activités, sur le maintien de la biodiversité et également sur l'accessibilité de nos ressources, ça va beaucoup plus vite et les impacts sont beaucoup plus prononcés qu'on pensait. Puis encore là, on a déjà 1,09 degrés d'acquis. Notre limite, c'est 1,5 pour l'accord de Paris. Donc, on a une fenêtre très, très courte pour pouvoir réagir et on se pensait qu'on avait 10 ans, mais maintenant, la fenêtre est beaucoup plus courte. Donc, il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Comme on l'a fait pour la COVID, on a été très bon pour s'adapter. Maintenant, il faut réagir avec le même niveau d'intensité pour s'adapter justement au changement climatique puis le maintien de la biodiversité. Tu sais. Hier, Julien, tu me posais une question, puis je sais que ça te brûle les lèvres là, de me reposer. C'est coudonc, les technologies propres, c'est-tu la solution? Hein? Ouais. Ben, les technologies en général. En général, c'est-tu la seule solution ou c'est la solution pour nous sortir de ce pétrin-là? Je suis un environnementaliste depuis 20 ans. J'ai animé le plus grand réseau en environnement au Québec j'ai été dans le système pendant 10-12 ans. J'ai fait plusieurs conférences sur le changement climatique. Puis mon premier réflexe, c'est de dire, écoute, les technologies propres, c'est pas la solution. C'est une des solutions. Parce que ça va être une approche multisectorielle, ça va être une approche multiple. Là. La conservation des milieux naturels, maintien de la biodiversité, utiliser moins de ressources, et également avoir un déploiement de technologies propres qui va améliorer notre impact sur l'environnement. C'est un des leviers, c'est un des piliers des technologies propres. Ce n'est pas l'unique solution. Okay? Mais pour maintenir la qualité de vie qu'on a aujourd'hui, on n'a pas le choix de déployer des innovations pour faire en sorte qu'on a moins d'impact sur l'environnement. Tu as eu des beaux exemples tantôt. Dans les 3 que tu as présentés, c'était exceptionnel. C'est exactement ce type d'innovation-là qu'on a besoin. Et avec ça, en même temps, en parallèle, bien, on a la protection des milieux naturels, puis on a la diminution de notre niveau de consommation. Hein, c'est vraiment ça, qu'on arrête d'acheter des vues, hein, puis qu'on regarde pour des déplacements alternatifs au niveau des transports collectifs et tout ça, mais surtout de penser à l'éco-conception de nos produits. Hein, quand on parle d'analyse de cycle de vie, donc de partir au départ, là, de bien concevoir nos produits pour qu'ils soient bien valorisés en entier à la fin. On a besoin d'innovation pour ça. Les technologies propres sont là pour être un des leviers là, pour atteindre nos objectifs de 2050. Mais ce n'est pas l'unique solution. C'est vraiment ça, Julien. Ouais. Mais il y a de l'espoir pourquoi? Parce qu'on a un écosystème innovant incroyable au Québec. Vraiment, vraiment dynamique. On n'a jamais été autant sollicité que présentement. On était 5, 2 ans, on est rendu 10, on a doublé l'équipe et encore, on ne fournit pas. Donc, on essaie justement de fournir à la demande et je te dirais que c'est très, très encourageant de voir que les gens se mobilisent, veulent changer les choses, veulent changer le monde d'une entreprise à la fois, comme j'ai dit au début de l'entrevue. Ben, je pense que tu l'as très bien dit, puis c'était un peu où c'est que je voulais t'amener justement à nous parler d'un peu d'espoir parce que, tu sais, je pense que de nos jours, c'est un peu ça qui manque, on va se le dire. Ça paraît être un futur très incertain de jour en jour. Puis, on voit que les problématiques, ben, on dirait qu'on en règle une, puis il y en a tout le temps comme 3-4 autres qui apparaissent à toutes les fois qu'on en. Fait que c'est comme un peu un hydre. Tu sais, les hydres, là, tu leur coupes la tête, il y en a 2 autres qui poussent. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu sais, on se bat contre ça. Puis, bref. Aurais-tu un petit message d'espoir? Il faut maintenir. Ouais. Il faut maintenir l'intensité. C'est ça qu'il faut faire parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de solutions. Il faut les encourager, il faut les aider justement à les implanter, ces solutions-là. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis, c'est ce qu'on fait chez Ecotech Québec présentement. Je pense que ça termine très bien. Donc, merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Donc, à la prochaine. Puis, je suis disponible pour le réseautage par la suite si jamais il y en a qui veulent discuter avec nous. Moi puis Audrey, on va être présents. Super. Donc, un gros merci, Vincent Moreau, vice-président exécutif Ecotech Québec.